Le 3 octobre 1942, 13h49, Peenemünde, au bord de la mer Baltique, une fusée élancée, haute de 14 mètres, s'éleva de sa rampe de lancement. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un objet créé par l'homme franchissait la frontière de l'espace. Le V2, officiellement agrégat 4, atteignit une altitude de 84,5 km et une vitesse de 5760 km par heure. Dans la salle de contrôle, un ingénieur allemand de 30 ans du nom de Wernher von Braun avait les larmes aux yeux. Il murmura à son collègue « Aujourd'hui, l'ère spatiale est née. Ce que von Braun ignorait à ce moment précis, c'est que sa fusée ne se contenterait pas de changer le cours de la Seconde Guerre mondiale. Elle allait aussi, un jour, emmener des hommes sur la Lune, les mêmes mains qui avaient créé une arme. Allait plus tard réaliser le plus grand rêve de l'humanité. Mais le chemin qui y menait était pavé de sang, de compromissions morales, et d'une des histoires les plus controversées de l'histoire de la science. 22 ans plus tard, le 16 juillet 1969, une fusée nommée Saturn V s'élancerait vers la Lune. Son chef de projet, le même Wernher von Braun. Sa technologie, une évolution directe du V2. L'histoire de cette transformation est extraordinaire, est bouleversante et absolument vraie. Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun est né le 23 mars 1912 à Wirsitz, en Prusse. Son père était baron et homme politique, sa mère une aristocrate, qui lui offrit un télescope pour son baccalauréat. Ce cadeau changea sa vie. Le jeune Werner, fasciné par les étoiles, lut Die Rakete zu den Planetenräumen d'Hermann Oberth. Il ne comprenait rien aux mathématiques. Alors il décida de maîtriser les mathématiques et la physique. Pour atteindre les étoiles. À 18 ans, il rejoignit l'Association pour la navigation spatiale et expérimenta avec des propergoles liquides à Berlin. À 20 ans, il avait déjà construit de petites fusées. Mais en 1932, un homme arriva qui allait changer sa vie à jamais. Le capitaine Walter Dornberger de la Reichswehr recherchait des talents pour le développement de missiles militaires. L'Allemagne était interdite par le traité de Versailles de construire de l'artillerie à longue portée, mais les fusées n'étaient pas mentionnées dans le traité. Dornberger offrit à von Braun des fonds de recherche illimités. Le prix à payer, une application militaire. Von Braun, 20 ans, rêvant des étoiles, accepta. Cette décision le hanterait pour le reste de sa vie. En 1937, le centre d'essai de l'armée de Peenemünde ouvrit ses portes, un immense centre de recherche sur l'île d'Usedom. Von Braun en devint le directeur technique, à seulement 25 ans, avec un budget de millions de Reichsmarks et des milliers d'ingénieurs. Il commença à développer une fusée capable de voler à 300 km et de transporter 1 tonne d'explosifs. Les défis techniques étaient immenses. Personne n'avait jamais construit un moteur de fusée capable de brûler assez longtemps. Personne ne savait comment stabiliser une fusée en altitude. Les températures dans la chambre de combustion atteignaient 2800 degrés Celsius, assez chaud pour faire fondre n'importe quel métal connu. Von Braun et son équipe inventèrent des solutions. Ils développèrent des turbopompes qui transportaient 150 litres de carburant par seconde. Ils inventèrent des systèmes de refroidissement qui pompaient le carburant à travers les parois de la chambre de combustion pour les refroidir. Ils développèrent des systèmes de stabilisation gyroscopique pour un contrôle précis du vol. Chaque problème fut résolu grâce à une ingénierie brillante. Ce qu'ils créèrent n'était pas seulement une arme, c'était le début de la technologie spatiale. Le lancement réussi en octobre 1942 fut un triomphe. Hitler, initialement désintéressé par les fusées, changea d'avis après les défaites catastrophiques de Stalingrad et d'Afrique du Nord. En 1943, il visita Peenemünde et visionna un film sur le V2. Soudain, il ordonna la production de masse. 12 000 fusées V2 devaient être construites.
Von Braun était ravi des ressources, mais de plus en plus inquiet de la direction. La SS, sous Heinrich Himmler, reprit la production. Ils construisirent une usine souterraine appelée Mittelwerk, près de Nordhausen, dans le Harz. 60 000 travailleurs forcés et prisonniers de camps de concentration furent contraints d'y travailler. Les conditions étaient brutales. 16 heures de travail, une nourriture minimale, pas de lumière du jour. 20 000 personnes moururent lors de la construction des fusées V2, soit plus que les fusées elles-mêmes ne tuèrent plus tard. Von Braun visita Mittelwerk à plusieurs reprises. Ce qu'il vit et savait fut vivement débattu après la guerre. Il affirma plus tard qu'il n'avait pas eu le choix. Les critiques affirmèrent qu'il avait été activement impliqué. La vérité se situe probablement entre les deux. Il était un ingénieur brillant, obsédé par sa vision, qui fit des compromis moraux pour réaliser son rêve. Le 8 septembre 1944, 18h43, Londres. Une explosion massive secoua Chiswick, une banlieue de la capitale britannique. 16 secondes plus tard, les gens entendirent un bruit étrange, comme un grondement de tonnerre. Ce n'est qu'après cela qu'ils entendirent le bang supersonique. Le premier V2 avait frappé Londres. Il n'y avait pas d'avertissement, pas d'alerte aérienne, aucun bruit avant l'impact. La fusée était plus rapide que le son. Elle venait de nulle part, de la stratosphère, à 3500 km/h. 3 personnes moururent. Au cours des 7 mois suivants, plus de 3000 fusées V2 seraient tirées sur l'Angleterre et la Belgique. 9000 personnes moururent. L'effet psychologique fut dévastateur. On pouvait combattre la Luftwaffe. On pouvait se protéger des bombes dans des bunkers. Mais contre le V2, il n'y avait aucune défense. Il arrivait trop vite, trop haut. Les services secrets britanniques lancèrent des opérations désespérées pour trouver et détruire Peenemünde. En août 1943, 500 K-96 bombardiers britanniques bombardèrent l'installation, tuant 735 personnes et retardant le programme de 2 mois. Mais ils ne purent pas l'arrêter. Mais ils découvrirent alors quelque chose qui leur glaça le sang. En septembre 1944, une fusée V2 s'écrasa en Suède, en grande partie intacte. Des ingénieurs suédois et britanniques la démontèrent dans les moindres détails. Ce qu'ils découvrirent les choqua. Le V2 n'était pas seulement une arme, c'était une merveille technologique. La turbopompe produisait 680 chevaux. Le système de guidage utilisait des ordinateurs analogiques qui calculaient la trajectoire en temps réel. La chambre de combustion produisait 25 tonnes de poussée. Le propergol de la fusée, oxygène liquide et éthanol, brûlait à une température contrôlée de 2800 degrés. Un ingénieur britannique écrivit dans son rapport: « Les Allemands ont au moins 10 ans d'avance sur nous en matière de technologie des fusées. Si la guerre devait durer plus longtemps, ils pourraient construire des missiles intercontinentaux. » Les Américains, qui lurent ce rapport, réalisèrent immédiatement qu'ils devaient avoir cette technologie. Et ils devaient avoir les hommes qui l'avaient développée. Fin 1944, il était clair que l'Allemagne allait perdre la guerre. Von Braun et son équipe le savaient. Ils étaient confrontés à un choix, se rendre aux Soviétiques, qui venaient de l'Est, ou aux Américains à l'Ouest. Les Soviétiques étaient connus pour déporter des scientifiques allemands en Russie. Les Américains offraient de meilleures perspectives. Werner von Braun prit une décision. En février 1945, il commença à cacher secrètement des documents. 14 tonnes de dessins techniques, de données d'essais, de plans de construction. La documentation complète du programme V2 furent dissimulés dans une mine abandonnée près de Dörnten. En mars 1945, von Braun évacua son équipe de 500 ingénieurs en Bavière, loin du front de l'Est. Ils attendaient les Américains. Le 2 mai 1945, une semaine avant la capitulation allemande, le frère de von Braun, Magnus, se rendit aux troupes américaines.
Il déclara « Mon frère a inventé le V2, nous souhaitons nous rendre aux Américains. » Les Américains n'en croyaient pas leurs oreilles. C'était le moment où les services secrets américains lancèrent un plan désespéré. Dès l'été 1945, des équipes américaines et britanniques commencèrent systématiquement à rechercher et à recruter des scientifiques allemands. L'opération portait un nom de code cynique, Opération Paperclip. Pourquoi Paperclip ? Parce que les officiers américains agrafaient des trombones au dossier des scientifiques allemands jugés précieux. Le problème, c'est que beaucoup de ces scientifiques étaient membres du NSDAP ou avaient travaillé pour la SS. Selon la loi américaine, de telles personnes n'étaient pas autorisées à entrer aux États-Unis. La solution fut d'une simplicité effrayante. Des documents furent falsifiés, les affiliations furent supprimées, des biographies furent réécrites. L'Agence conjointe américaine d'objectifs de renseignement, Joint Intelligence Objective Agency, créa de nouveaux dossiers, dans lesquels le passé nazi disparaissait. Le président Truman approuva personnellement l'opération, bien qu'elle viole ses propres instructions, la justification. La guerre froide avait commencé. Les Soviétiques recrutaient également des scientifiques allemands. L'Amérique ne pouvait pas se permettre de prendre du retard. Le 16 septembre 1945, Werner von Braun et 126 de ses meilleurs ingénieurs embarquèrent à bord d'un navire américain à Cuxhaven. Destination Fort Bliss, au Texas. Ils emmenèrent leurs familles avec eux, au total, plus de 1800 personnes. Ils apportèrent également les 14 tonnes de documents cachés. Les Américains rapportèrent aussi 100 fusées V2 complètes d'Allemagne, démontées et emballées dans des caisses. Au Texas, von Braun et son équipe commencèrent à tout enseigner aux Américains sur les fusées. Ils reconstruisirent des fusées V2 à partir des pièces importées. De 1946 à 1951, 67 fusées V2 furent lancées, testées, modifiées à partir de White Sands, au Nouveau-Mexique. Les ingénieurs américains apprenaient en observant, mais les Allemands étaient indispensables. Sans von Braun, les Américains auraient mis des années à comprendre la technologie. Les questions morales furent ignorées. Lorsqu'un journaliste américain dénonça en 1947 le passé nazi de certains scientifiques de l'opération Paperclip, l'histoire fut étouffée. Le gouvernement mentit. Ces hommes n'ont jamais été nazis. La vérité resta classifiée jusqu'aux années 1980. En 1950, von Braun et son équipe furent transférés à Huntsville, en Alabama. Là, ils construisirent pour l'US Army le Redstone Arsenal, un centre d'essai de fusées. Ils développèrent la fusée Redstone, une évolution directe du V2, plus grande, plus précise, plus puissante. La Redstone fut la première fusée à portée intermédiaire américaine, mais plus important encore, elle fut le prototype de tout ce qui allait suivre. L'équipe de von Braun travaillait comme des obsédés. Ils avaient prouvé aux Américains qu'ils étaient précieux, mais ils devaient continuer à assurer. La guerre froide s'intensifiait. Les Soviétiques avaient également recruté des scientifiques allemands et développèrent leurs propres fusées. En 1953, les Soviétiques testèrent leur première bombe à hydrogène. En 1957, ce fut le choc. Les Soviétiques lancèrent Spoutnik, le premier satellite artificiel. L'Amérique était consternée. Comment les Soviétiques pouvaient-ils être à la pointe de la technologie? Von Braun avait prévenu des années auparavant. « Donnez-moi les ressources. Et je vous emmènerai dans l'espace ?» L'armée avait refusé. Trop cher. Maintenant, après Spoutnik, tout changea. Le président Eisenhower autorisa un financement massif pour le programme spatial. 31 janvier 1958, 22h48, Cap Canaveral, en Floride, une fusée Jupiter C modifiée, développée par l'équipe de von Braun, décolla. À son sommet, explorer 1,
le premier satellite américain. 84 jours après Spoutnik, les Américains avaient rattrapé leur retard. La fusée était basée sur la Redstone, qui elle-même était basée sur le V2. Von Braun, âgé de 45 ans, tenait le modèle du satellite au-dessus de sa tête lors de la conférence de presse. L'Amérique est dans l'espace. Les journaux le célébrèrent comme un héros. Son passé nazi fut discrètement oublié. Il devint le visage du programme spatial américain. En 1960, la NASA fut officiellement créée. Von Braun devint directeur du Marshall Space Flight Center à Huntsville. Sa mission, construire une fusée capable d'envoyer des hommes sur la Lune. Le président Kennedy annonça en 1961 le programme Apollo, des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie. Von Braun savait que c'était le moment qu'il attendait depuis toute sa vie. Le garçon qui rêvait autrefois des étoiles allait maintenant réaliser le plus grand rêve de l'humanité. Le défi était immense. Le V2 produisait 25 tonnes de poussée. La Redstone produisait 35 tonnes. Mais pour aller sur la Lune, il fallait au moins 3400 tonnes de poussée. Von Braun devait construire une fusée plus de 100 fois plus puissante que le V2. Sa solution fut brillante et simple. Plusieurs étages de fusée. La Saturn V aurait 3 étages. Le premier étage, SIC, utiliserait 5 moteurs F1, chacun avec 680 tonnes de poussée. Au total, 3400 tonnes de poussée, suffisamment pour envoyer 2970 tonnes sur la Lune. Le deuxième étage, S2, utiliserait 5 moteurs J2 avec de l'hydrogène liquide. Le troisième étage, SIVB, utiliserait un seul moteur J2 pour la poussée finale vers la Lune. La technologie était radicale, mais les principes de base venaient directement du V2. La technologie des turbopompes, V2, les systèmes de refroidissement, V2, la stabilisation gyroscopique, V2, la construction à plusieurs étages. Concept développé à Peenemünde. Un historien de la NASA écrivit plus tard. La Saturn V n'était pas une copie du V2, c'était son évolution. Sans le V2, il n'y aurait pas eu de Saturn V. Le 9 novembre 1967, Cap Kennedy, le premier test non habité de la Saturn V. La fusée mesurait 110,6 mètres de haut, pesait 2970 tonnes pleines. Lorsque les 5 moteurs F1 s'allumèrent, la Terre trembla dans un rayon de 5 km. Le bruit, 204 décibels, était le son le plus fort créé par l'homme jusqu'alors. L'herbe brûla dans un rayon de 1 kilomètre à cause de la chaleur. La fusée s'éleva lentement, puis plus vite, puis disparut dans les nuages. 11 minutes plus tard, elle était en orbite. Parfait. Von Braun, dans le centre de contrôle, expira. Toute sa vie avait travaillé pour ce moment. 16 autres tests suivirent. 2 échouèrent. Mais la Saturn V devint fiable. Le 16 juillet 1969, tout était prêt. 16 juillet 1969, 09h32 heure locale. Cap Kennedy, 497 journalistes venus de 56 pays. 1 million de spectateurs massés sur les plages. La Saturn V, avec Apollo 11 à son sommet, trônait sur son pas de tir. À bord, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. Dans le centre de contrôle, Werner von Braun, 57 ans, cheveux grisonnants, mine tendue, le compte à rebours s'égrène. 10, 9, 8, à 6 secondes, les 5 moteurs F1 s'allument. Des flammes jaillissent à plus de 100 mètres. Au moment zéro, les attaches se libèrent. La fusée s'élève. Lentement, majestueusement, avec la puissance de 160 millions de chevaux, 3000 tonnes de machines emportent 3 hommes dans l'espace. Von Braun observe, à travers la fenêtre, les larmes aux yeux. Il se souvient, 27 ans se sont écoulés depuis Peenemünde, 27 ans depuis le V2,
La même technologie, les mêmes mains, mais cette fois, pas pour la destruction, pour des rêves. 4 jours plus tard, le 20 juillet, Armstrong pose le pied sur la Lune. Un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. 600 millions de personnes regardent à travers le monde. C'est le plus grand triomphe de l'histoire de l'humanité. Et il aurait été impossible sans Wernher von Braun et la technologie du V2. Le rapport secret, qui révélera plus tard les véritables profondeurs de cette connexion, fut déclassifié en 1985. Des ingénieurs de la NASA ont systématiquement analysé les similarités techniques entre le V2 et la Saturn V. Les résultats furent stupéfiants. La technologie des turbopompes des moteurs F1 était basée à 92% sur la conception du V2. Les systèmes de stabilisation gyroscopique étaient quasiment identiques. Seule la taille changeait. Le refroidissement de la chambre de combustion, principe identique. La conception à plusieurs étages, concept directement issu des études menées à Peenemünde en 1943. Le rapport conclut: la Saturn V est la descendante technique directe du V2. Sans les recherches fondamentales menées à Peenemünde entre 1937 et 1945, l'Amérique n'aurait pas développé la technologie nécessaire pour une fusée lunaire avant 1980, au plus tôt. Un ingénieur spatial soviétique, Vassili Mishin, écrivit dans ses mémoires en 1990 : « Nous et les Américains avons construit sur la base de la technologie allemande. La différence, c'est que l'Amérique a récupéré les meilleurs ingénieurs allemands. Nous avons eu les seconds. C'est pourquoi ils ont atteint la Lune et pas nous. » Les questions morales demeurent. Comment un homme qui a construit des armes, ayant tué des milliers de personnes, a-t-il pu devenir un héros américain? Von Braun lui-même a lutté toute sa vie avec cette question. Dans des interviews, il a déclaré « Je ne regrette pas le V2, je regrette qu'il ait été utilisé comme une arme. J'ai toujours rêvé des étoiles. La guerre m'a forcé à utiliser cette technologie pour la destruction. Mais je n'ai jamais cessé de rêver. Les critiques rétorquent que c'est trop simple. Tom Lehrer, un satiriste américain, écrivit une chanson en 1965. « Une fois que les fusées sont en l'air, qui se soucie de savoir où elles retombent? Ce n'est pas mon rayon, dit Wernher von Braun. » La chanson tournait en dérision l'ambiguïté morale de von Braun. Mais la réalité était plus complexe. Von Braun était membre du NSDAP depuis 1937 et membre de la SS depuis 1940. Il affirmait avoir été contraint d'adhérer pour pouvoir poursuivre ses recherches. Himmler lui-même l'avait fait arrêter en 1944, car il le soupçonnait de s'intéresser davantage à l'exploration spatiale qu'aux armes. Von Braun fut libéré après 2 semaines, mais seulement parce que le capitaine Walter Dornberger fit valoir que la production de V2 s'effondrerait sans lui. La question du travail forcé le tourmentait davantage. Von Braun visita Mittelwerk, l'usine souterraine. Au moins 15 fois, il a vu les conditions. Un survivant, Adam Kabbalah, déclara dans une interview en 1995 : « J'ai vu von Braun à Mittelwerk. Il se promenait dans les tunnels avec des officiers SS. Il inspectait les fusées. Il nous a vus. Des esclaves maigres, malades. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait. » Von Braun a nié plus tard avoir connu toute la brutalité. Mais des documents, apparus dans les années 1980, ont montré qu'il avait au moins une fois personnellement sélectionné des travailleurs forcés pour l'assemblage. La vérité historique est inconfortable. Von Braun n'était pas un idéologue nazi, mais c'était un opportuniste qui a fait des compromis moraux pour réaliser sa vision. Il a travaillé au sein d'un système criminel, en a profité et a détourné le regard lorsque des crimes étaient commis. Après la guerre, il a justifié cela comme étant nécessaire pour le plus grand rêve.
Accepter ou non cette justification est une question morale personnelle. Ce ne sont pas seulement des statistiques tirées d'archives poussiéreuses, ce sont des moments qui ont décidé du destin de millions de personnes, de vraies personnes, de vrais dilemmes moraux, de vraies conséquences. Ces histoires ne doivent jamais être oubliées, car elles nous obligent à poser des questions difficiles. Si ces vérités historiques vous importent, alors soutenez-moi avec le Super Thanks de YouTube. Le cœur doré en bas. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines dans les archives de la NASA, à numériser des documents déclassifiés, à interviewer les derniers témoins. L'histoire de Wernher von Braun a été reconstituée à partir des archives de la NASA, des documents déclassifiés de l'opération Paperclip, des archives de guerre allemande et des interviews d'après-guerre. Sans votre soutien, ces histoires complexes ne pourraient pas être racontées. Aidez-moi à préserver cette histoire pour les générations futures, avec toute sa complexité et son ambiguïté morale. Qu'est-il arrivé à Wernher von Braun après le débarquement sur la Lune? Son histoire après Apollo est moins connue, mais tout aussi fascinante. Après Apollo 11, il y eut 6 autres missions lunaires réussies. Apollo 17 en décembre 1972 fut la dernière. Von Braun avait déjà des plans pour une base lunaire permanente, une mission vers Mars d'ici 1985, des stations spatiales rotatives. Mais la réalité politique avait changé, la guerre froide s'estompa, le Vietnam engloutissait les budgets. Le public perdit son intérêt après le premier alunissage. En 1970, le budget de la NASA fut réduit de 30%. Les plans ambitieux de von Braun furent rejetés. En 1972, déçu et frustré, il quitta la NASA. Il avait 60 ans. Avait travaillé 27 ans pour le programme spatial américain. Il devint vice-président de Fairchild Industries, une entreprise aérospatiale. Mais son cœur n'y était pas. Il se sentait perdu sans les fusées, sans le grand rêve. En 1973, on lui diagnostiqua un cancer du rein. La maladie progressa rapidement. Dans ses dernières années, von Braun donna plusieurs interviews réflexives. Il parla ouvertement de sa vie, de ses décisions, de ses regrets. Dans une interview en 1976, un an avant sa mort, il déclara « J'ai vécu 2 vies, une pour la guerre, une pour la paix. Je regrette la première. La seconde me remplit de fierté. Mais je ne peux pas les séparer. Les fusées qui ont tué des gens et les fusées qui ont emmené des gens sur la Lune ont été construites par les mêmes mains. Ce fardeau, je le porterai jusqu'à mon dernier jour. » Il mourut le 16 juin 1977 à Alexandria, en Virginie, à l'âge de 65 ans. Ses funérailles furent grandioses, mais pas officielles. Le président Carter a envoyé ses condoléances, mais aucun représentant du gouvernement n'a assisté aux funérailles. Les questions morales entourant son passé étaient encore trop controversées. Cependant, plus de 1000 employés de la NASA, des astronautes et des ingénieurs étaient présents. Neil Armstrong a prononcé un discours. Wernher von Braun était le plus grand ingénieur en fusée de l'histoire. Sans lui, aucun être humain n'aurait posé le pied sur la Lune. Son passé était compliqué, mais sa contribution à l'humanité est immortelle. La réévaluation historique de Wernher von Braun a commencé dans les années 1980. Lorsque davantage de documents ont été rendus publics, les historiens ont découvert des preuves qui compliquaient son image. En 1984, l'historien Michael Neufeld a découvert des documents montrant que von Braun avait personnellement sollicité Himmler en 1944 pour obtenir des travailleurs forcés pour Peenemünde. Une lettre, signée par von Braun, demandait des prisonniers talentueux pour un travail spécialisé. Ceci contredisait son affirmation d'après-guerre selon laquelle il n'avait rien à voir avec le travail forcé. En 1995, Neufeld a publié une biographie exhaustive,
Von Braun, Dreamer of Space, Engineer of War. Le livre présentait une image équilibrée, un ingénieur brillant, mais moralement compromis par sa collaboration avec le régime nazi. Neufeld a conclu « Von Braun n'était pas un monstre, mais il n'était pas non plus un génie innocent. Il en savait plus, et a fait plus, qu'il ne l'a admis plus tard. Son héritage est à la fois triomphant et tragique. » Les détails techniques du lien entre le V2 et Saturn V sont fascinants pour les ingénieurs. Le V2 utilisait un moteur de 25 tonnes de poussée, alimenté par de l'oxygène liquide et de l'éthanol à 75%. La chambre de combustion avait 18 brûleurs qui pulvérisaient et brûlaient le carburant. Le plus grand problème a toujours été le refroidissement. À 2800 degrés, l'acier fond. L'équipe de Von Braun a résolu ce problème grâce au refroidissement régénératif. Le carburant éthanol circulait dans des canaux à l'intérieur de la paroi de la chambre de combustion avant d'être brûlé, refroidissant ainsi la paroi de l'extérieur. Ce principe a été directement repris dans Saturn V. Les moteurs F1 utilisaient du kérosène au lieu de l'éthanol, mais le principe de refroidissement était identique. Les turbopompes qui pompaient le carburant dans la chambre de combustion étaient une autre reprise directe. La turbopompe du V2 était révolutionnaire. Un petit moteur brûlait du peroxyde d'hydrogène concentré, entraînant une turbine, qui à son tour entraînait la pompe. La turbopompe Saturn V F1 utilisait exactement le même principe, en plus grand et plus puissant. Un ingénieur de la NASA qui a analysé les deux systèmes a déclaré « Si vous comprenez la turbopompe du V2, vous comprenez 90% de la turbopompe du F1, c'est la même technologie, à plus grande échelle. » La stabilisation gyroscopique était un autre héritage du V2. Une fusée en vol est instable, comme un crayon en équilibre sur sa pointe. De petites déviations s'amplifient rapidement. Le V2 utilisait un système de 3 gyroscopes qui stabilisaient la fusée sur 3 axes. Des capteurs détectaient les déviations, des ordinateurs calculaient les corrections, de petites gouvernes en graphite dans le jet d'échappement dirigeaient la fusée. Ce système, développé en 1942, était en avance sur son temps. Le Saturn V utilisait un système presque identique, mais avec des ordinateurs électroniques plus modernes, au lieu des calculateurs analogiques du V2. L'architecture de base était la même. Un ingénieur d'Apollo a expliqué « Nous étions sur les épaules de géants. Les géants travaillaient à Peenemünde. C'est la vérité. Sans leurs recherches fondamentales, nous aurions dû réinventer la roue. » Le côté soviétique de l'histoire est tout aussi intéressant. Après la guerre, les troupes soviétiques ont capturé Peenemünde et Mittelwerk avant les Américains dans certains cas, après eux dans d'autres. Ils ont trouvé les usines largement vidées, parce que Von Braun avait déjà emmené la plupart des documents et des ingénieurs clés vers l'ouest. Mais les Soviétiques en ont trouvé suffisamment. Ils ont démonté des installations de production complètes du V2, les ont expédiées en Russie. Ils ont recruté environ 2200 techniciens et ingénieurs allemands, moins importants que ceux qui sont allés aux Américains. Le principal pionnier soviétique des fusées, Sergueï Korolev, a étudié le V2 intensivement. La première fusée soviétique, la R-1, était une copie exacte du V2, construite à partir de pièces allemandes avec l'aide allemande. Les R2, R3, R5 étaient des améliorations progressives. La R7, qui a lancé Sputnik en 1957, était une fusée beaucoup plus grande, mais sa technologie de base provenait directement du V2. Korolev a écrit dans son journal en 1947 « Les Allemands nous ont donné 10 ans, nous devons apprendre vite ». Les Soviétiques ont appris vite, mais une différence a été décisive. Les Soviétiques ont forcé les ingénieurs allemands à travailler, ont déporté leurs familles, après 1950.
La plupart ont été renvoyés en Allemagne parce que Staline ne leur faisait pas confiance. L'Amérique a mieux traité von Braun et son équipe, leur a donné la liberté, le respect, les ressources. C'est pourquoi les fusées américaines ont finalement eu plus de succès. Le débat éthique sur l'opération Paperclip se poursuit encore aujourd'hui. Les critiques affirment que les États-Unis ont abandonné des principes moraux pour progresser technologiquement. Les partisans affirment que la guerre froide exigeait des décisions pragmatiques. Un argument intermédiaire est « l'opération Paperclip était politiquement nécessaire ». Mais la manière dont elle a été menée, avec de faux documents et des mensonges, était inacceptable. Le docteur John Gimble, historien, a écrit en 1990 « L'opération Paperclip a été l'une des opérations de renseignement les plus réussies de l'histoire. Elle a donné à l'Amérique un avantage décisif dans la guerre froide, mais elle a également été l'une des plus moralement contestables. Nous avons importé des hommes qui avaient travaillé pour un régime criminel, et nous avons menti sur leur passé. Le résultat ne justifiait pas entièrement les moyens. Nous aurions dû être plus transparents. Un détail peu connu, von Braun n'était pas le seul scientifique éminent de Paperclip. Arthur Rudolph, le directeur de la production du V2, et plus tard du programme Saturn V, était profondément impliqué dans le travail forcé à Mittelwerk. En 1984, lorsque des preuves ont émergé, Rudolph s'est enfui en Allemagne pour éviter l'inculpation. Il a perdu sa citoyenneté américaine. Hubertus Strugold, le père de la médecine spatiale, a mené des expériences médicales sur des détenus de camps de concentration. Il a travaillé pour la NASA jusqu'en 1968. Kurt Debus, premier directeur du Kennedy Space Center, était membre de la SS. Il a dirigé les lancements de Cap Canaveral jusqu'en 1974. Ces hommes sont devenus des héros américains, malgré leur passé. La NASA a fait valoir « Nous les avons jugés sur leur travail pour l'Amérique, pas sur leur passé. » Mais les survivants de l'Holocauste ont soutenu « Ils ont profité de notre travail d'esclaves et n'ont jamais été tenus responsables. » Cette tension n'a jamais été entièrement résolue. L'héritage technologique est indéniable. Sans la technologie du V2, l'Amérique n'aurait peut-être pas réussi son alunissage dans les années 1960. Peut-être que les Soviétiques auraient gagné. Peut-être que l'exploration spatiale aurait été retardée de plusieurs décennies. Le V2 a immensément accéléré les voyages spatiaux habités. Mais à quel prix? 20 000 morts pendant sa construction, 9 000 morts à cause de l'arme elle-même, des dizaines de milliers de vies. Pour une technologie, Wernher von Braun argumentait que ces vies n'avaient pas été vaines, parce que cette technologie a finalement mené l'humanité vers les étoiles. Ses détracteurs estiment qu'aucune technologie ne justifie la mort de dizaines de milliers de personnes. Un survivant de l'Holocauste qui travaillait à Mittelwerk a déclaré en 1995 dans une interview « J'ai vu l'alunissage à la télévision. Je savais que la fusée avait été construite par les mêmes mains. J'ai ressenti des émotions mitigées, de la fierté pour l'humanité, de la colère face à l'injustice, de la tristesse pour mes amis morts, tout en même temps. L'exploration spatiale moderne repose toujours sur ses fondations. Les SpaceX Falcon 9, le Blue Origin New Glenn, le NASA SLS utilisent tous des principes développés à Peenemünde. Carburant liquide pour fusée, turbopompe, stabilisation gyroscopique, fusée à plusieurs étages. Ces concepts sont fondamentaux. Elon Musk a déclaré dans une interview en 2012 « Toutes les fusées modernes sont des descendantes du V2. C'est un simple fait. Von Braun et son équipe ont posé les bases. Nous améliorons les détails, mais les principes de base sont les mêmes. Ce n'est pas une approbation de leur décision morale, c'est la reconnaissance de leur brillance technique. » Cette déclaration résume la vision moderne. Respect technique, ambivalence morale. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? De nombreux spectateurs ont partagé des points de vue inoubliables.
Certains affirment que la science est amorale, que nous devrions profiter des découvertes, quelle que soit leur origine. D'autres soutiennent que nous ne devons jamais oublier les compromis moraux qui ont été faits pour le progrès. Partagez votre histoire familiale ou votre opinion ci-dessous. Quelqu'un dans votre famille a-t-il travaillé dans le programme de fusées allemand ou dans le programme spatial américain, ou avez-vous été témoin de cette histoire? Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de savoir comment vous gérez la complexité morale de cette histoire. Pouvons-nous séparer la technologie des mains qui l'ont créée? Vos commentaires font partie de cette discussion historique continue.